Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être fidèles au rendez-vous d'Amicalement Vôtre. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui vous préoccupe beaucoup, qui préoccupe beaucoup les Marseillais, beaucoup les Français. C'est celui de la sécurité et de la relation qu'il y a entre la population et la police, de la police par rapport aux médias, par rapport aux gouvernants, et de voir un peu toute cette évolution, voire même comment on pourrait un peu améliorer les choses. Et pour ça, j'ai deux anciens policiers qui connaissent de l'intérieur parfaitement les choses. Monsieur Claude Dupont, vous avez été commissaire divisionnaire. Tout à fait. Dans toute votre carrière, vous avez effectué à Marseille. Vous avez été pas qu'à Marseille. Pas qu'à Marseille. Non, non. Mais vous avez une particularité, c'est que vous avez été commissaire du 8e arrondissement, donc des quartiers sud de Marseille, et vous avez été commissaire des quartiers nord de Marseille. Oui. Ça vous donne une vision complémentaire. Oui, à la fois le sud et le nord. Et beaucoup d'années passées en nuit, en permanence de nuit. C'est-à-dire Marseille la nuit, de 18h à 8h du matin, quoi. Pendant 2 ans. Et chacun des sud et du nord vous indiquant que c'était l'endroit qui était le plus insécure par rapport aux autres. Parce que comme je me suis occupé sur la ville d'à peu près tout ça, chaque fois que je suis dans un secteur, on me dit c'est chez moi qu'il y a le plus de problèmes. Et je change d'arrondissement, je change de secteur, on me dit non, c'est chez moi. Bon, mais on va y revenir tout au long de l'émission. De l'autre côté, Guy Nicolaï, qui là aussi fait toute sa carrière pratiquement dans la police, alors pas du tout de manière opérationnelle, plutôt dans les renseignements généraux. Exact. On va pouvoir y revenir. C'était peut-être important de l'avoir créé, renseignements généraux. C'était peut-être bon de le maintenir, même s'il l'appelle différemment aujourd'hui. Mais vous avez une sacrée particularité quand même. Parce que Monsieur Nicolaï, vous n'êtes pas le premier dans votre famille. Si mes informations sont bonnes, vous avez votre grand-père qui était policier, votre père qui était policier, vos frères étaient policiers aussi, parce qu'au début, vous avez sur 4, vous êtes, et il y en a 3 qui étaient policiers. Exact. Et votre fils, Romain, est policier aussi. Et c'est une vocation. Ah, c'est une vocation dans la famille, oui, tout à fait. Hein. C'est assez original, hein, comme... Surtout quand on est d'origine corse, il valait mieux choisir les policiers. Voilà, oui, hein, parce qu'on avait le choix entre bandits et la police. Mais enfin, on a choisi le bon camp, je crois. Bah hein, oui, mais voilà. Donc toute la famille, mais comment c'est venu? Ça s'est transmis, le message? Votre père vous a expliqué à tous? Non, je ne sais pas. J'étais, alors, à l'origine, parmi les 4 frères, j'étais le seul à vouloir être dans la police. C'est original. Oui, j'étais le seul. Les autres, au départ, ne voulaient pas. Pourtant, le frère aîné est devenu commissaire divisionnaire, voilà, est toujours en activité peut-être? Non, il est à la retraite depuis un long moment, puisqu'il a été quand même... son dernier poste a été directeur de l'Office central du banditisme. Oui, c'est quand même pas rien, quoi. C'était un beau poste. Connu. Et là, il est retiré en Corse. Ça, c'est un beau poste. Et c'est vous qui avez transmis à votre fils le virus d'aller dans la police? Je pense que c'est par atavisme, je crois. Mon fils a toujours baigné dans cette ambiance de police, avec mon père, donc mon frère, qui était à la PJ, et moi, et mon fils, j'allais dire presque automatiquement, je sais pas, il a été attiré par ce milieu, il a passé les concours, etc. Voilà, et là, maintenant, il est en région parisienne, je crois qu'il a une mission au niveau... Là, il a une mission spécifique à Europol, oui, l'Office européen de la police. Voilà, oui. Office européen de la police, qui est là depuis un an, et là, il a une prolongation de 4 ans. Voilà, pas mal quand même. Très, très belle... Alors, il commence bien sa carrière. Alors là, vraiment, la question qui vient immédiatement, c'est comment, au travers de toutes ces générations, avez-vous vu l'évolution de la police? Positivement, négativement, c'est bien, c'est pas bien. Alors moi, parce que là, franchement, le père qui transmet un message sur la police. Vous, vos frères, ils y sont, et vous avez transmis un message. Comment ça s'est fait, cette évolution? Comment vous la percevez, vous? Alors moi, j'étais dans un service quand même particulier. C'était des renseignements généraux. Très beau service, ça. Qui n'était pas un service, j'allais dire, actif. Moi, j'ai baigné toujours dans l'ambiance de la PJ. Mon père, mon frère. Et j'ai été le rejeton un petit peu de la famille. On m'a dit, les renseignements généraux, c'est pas la police. Et pourtant. Col blanc, cravate, etc. Et pourtant, c'était un service, je dis bien, c'était un service nécessaire à l'époque. Ça me paraît toujours indispensable. Puisque maintenant, ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus, puisqu'il y a eu la fusion entre les RG et la ST, et qui est devenu le RT, le renseignement territorial. Ça n'a plus rien à voir. Donc, l'évolution de la police depuis que je suis entré là-dedans, non pas que moi, ça ne m'a pas concerné, j'allais dire,
Mais la police, aujourd'hui, on parle plus de... Votre frère et mon votre frère, fils. etc., qui était la PJ, vous le savez. Monsieur Dupont le sait aussi, la PJ, c'est le service de prestige de la police nationale. Absolument, c'est la haute police. C'est la haute police. La police Les Français, la France, nos concitoyens sont plus concernés par la sécurité publique. D'accord. Ils vivent. On va y venir. On parle de la sécurité publique, c'est ceux qui vivent tous les jours avec les agressions, etc. Et vous pensez que la police est autant respectée aujourd'hui qu'hier? Ah, certainement. Alors là, ça, je peux vous assurer, et je crois que je peux être conforté par... On va y aller après. Il est évident qu'on a vu la situation, j'allais dire... sécuritaire en France qui se délite tous les jours. On le voit dans tous les événements, la télé, dans les journaux, dans les médias, tout ce qui se passe actuellement, c'est pas catastrophique, mais enfin, c'est dangereux. C'est un truc qui se passe. Il n'y a plus de respect, comme nous, à l'époque, de l'uniforme, bien que nous étions jamais en uniforme. Oui. Donc, voilà. Vous partagez ce sentiment, monsieur Claude Dupont ? Tout à fait. Oui, parce que donc Guy fait partie des renseignements généraux, un très vieux service, un des plus vieux services de la police qui remonte quasiment au début du XXe siècle. Moi, j'étais de la sécurité publique. Voilà, la police de caniveau, ce qu'on appelle. En fait, non, c'est tout à fait noble aussi. C'est tout à fait noble aussi. Mais on était des généralistes dans la police, alors que la police judiciaire, c'était des spécialistes. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai pas fini là. Hein. J'ai terminé ma carrière dans la coopération internationale en Afrique de l'Ouest, puisque je suis moi-même né en Afrique, voilà, où j'ai trouvé un autre terrain d'action. Voilà, c'était différent. Mais cette transformation qu'on a vécue, moi je suis rentré en 70, c'est-à-dire après les événements de 68, qui ont fortement marqué un petit peu l'ambiance, etc. Mais la police a subi depuis l'évolution politique de la France. Parce que quand même, il y a eu des changements, n'est-ce pas, des alternances. En 1981, vous savez ce qui s'est passé pendant un certain temps. On a eu des ministres comme Jox, on en a eu des qui étaient... Oui, qui n'est pas forcément que décrié, Jox. Pas forcément décrié, il y en a eu d'autres qui ont été plus décriés à gauche. Oui, mais en fait, disons, c'était pas la même politique qu'a fait ensuite Pasqua, par exemple. Vous voyez, donc... ça n'avait rien à voir, Jox, avec Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur avant. Tout à fait différent. Et Charles Pasqua, qui a marqué les esprits... que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui était originaire de notre région de Marseille, puisqu'il a travaillé dans cette noble et grande entreprise qui est Ricard. Et c'est un homme que j'ai connu, que j'ai bien aimé, parce que il parlait aux journalistes comme à la population. Absolument. Et il avait cette personnalité, je crois que vous l'avez bien connu aussi, monsieur Nicolai, une personnalité qui s'imposait naturellement. Il a bien marqué les esprits. Mais j'ai pas le... Défendait la police. Donc, si vous voulez... Et oui, c'est lui qui avait dit, il faut... Terroriser. Oui, insécuriser les voyous et sécuriser les policiers. Et terroriser les terroristes. Oui, et je trouve que cette formule, ça serait bien que le ministre de l'Intérieur actuel s'en intéresse un peu. C'est tout à fait différent. Moi, j'ai vécu en 35 ans. En 35 ans, j'ai connu une vingtaine de ministres de l'Intérieur, avec tous des options différentes, tous voulant apporter leur réforme de la police. C'est ce qui nous a un petit peu nuit, tout ça. Vous voyez, parce que la police a changé les aspects. La police de proximité, qui était une excellente chose, a été démolie par un certain président de la République. Ouais, dommage. C'est vrai que dans certains endroits, c'était pas tout à fait ce qu'on recherchait. Mais moi, je l'ai expérimenté sur Marseille. La police de proximité a donné d'excellents résultats. Ouais. Je l'ai expérimenté ensuite à Toulon, où j'étais commissaire central. Et puis après, ça a été terminé. Donc, une première piste, une première suggestion, vous semblez être d'accord, c'est qu'il faudrait revenir à cette police de proximité. Oui, tout à fait. Il faut rapprocher la police de la population. Quand vous pensez qu'à Marseille... Et des institutions. Et des institutions. Des institutions, des élus, oui. des partis, des commerçants, des associations. Quand vous pensez qu'à Marseille, moi j'ai connu, quand je suis parti en 96 pour un autre poste, il y avait 16, donc pour les 16 arrondissements, il y avait 16 commissariats. Oui. Ouverts jour et nuit, qui prenaient des plaintes. J'ai connu ça moi aussi, puisque et nous en sommes j'ai été élu à la majorité de la ville en 1995. Mais moi, je suis plus ancien que ça, parce que j'ai été élu sous un ministre de l'Intérieur qui était maire de Marseille, Gaston Defferre. Exact, ouais. Et on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup facilité les choses en matière de police sur Marseille. Hein. Pas du tout. Vous étiez en activité à ce moment-là, à cette période-là, en 81. 81, j'étais en activité, tout à fait. Tout à fait. Et les renseignements généraux, ça a aidé énormément pour savoir ce qui se passait dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Même politique. Politique, puisque certains d'entre vous venaient contrôler ce que faisaient les politiques. Politique, sociale, économique, c'était ce qu'on appelait à l'époque, les renseignements, c'était les grandes oreilles. Cultuel aussi. Les grandes oreilles de la police du gouvernement. Et vous aussi, vous souhaiteriez que ça revienne, ça? Si vous aviez une suggestion à faire, vous souhaiteriez que... Moi, c'est une autre époque. Je ne sais pas si c'est une nécessité absolue. Mais j'ai cru maintenant, le RT, le renseignement territorial, c'est tout à fait différent. Ça n'a plus rien à voir. Oui, moi, je crois... Je me permets d'insister que si on revenait aux renseignements généraux, on arriverait peut-être mieux à concevoir et à appréhender et donc anticiper ce qui se passe. C'est l'anticipation, tout à fait. Et oui, dans les cités, dans les quartiers, dans les milieux. À Marseille, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus un milieu, il y a des milieux. On a perdu cette connaissance, cette information. Le renseignement territorial, d'abord, et comment dirais-je, aux ordres de la direction de la sécurité publique, alors qu'avant, les renseignements généraux étaient une direction à part entière. À part entière, ouais. Voilà, qui avait un directeur central, qui avait un directeur régional, etc. Ah ouais. Et ça nous manque énormément, on le voit bien, avec les manifestations violentes, type Black Bloc, etc., où parfois l'information nous manque. Voilà. C'est ça, c'était dans l'anticipation, c'est tout à fait ça. C'est l'anticipation. C'était le rôle qu'on jouait nous, c'était un rôle de journaliste, mais il fallait avoir l'information avant eux, sinon aucun intérêt. J'ai le sentiment, en restant toujours sur cette partie, que la police n'est plus perçue comme avant. Avant, on respectait le policier, qui était en uniforme ou pas, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, un policier demande est-ce qu'une voiture s'arrête, il ne s'arrête pas. Il s'arrête plus. Quelqu'un lui demande des papiers, il dit j'en ai pas, je ne le fais pas. Et c'est une dégradation des services de police où on ne leur donne plus les moyens d'agir d'autorité, ou c'est une évolution sociétale négative qui s'impose aujourd'hui. On donne plus d'importance aux droits des citoyens qu'aux devoirs des citoyens. Voilà. Et donc, ce dont vous parlez, les délits de fuite, les refus d'obtempérer, refus de se soumettre à des contrôles, les policiers le font, mais ils ont parfois des instructions de la hiérarchie en disant « Attention, ne prenez pas de risques quand vous poursuivez un motard, quand vous poursuivez un deux roues, pour pas qu'il y ait d'accident mortel, etc. Faites-le s'il a déjà commis quelque chose de grave avant. » Et puis après, il y a le volet justice qui est important. On va y venir après. Voilà. On va y venir après. Mais vous avez le sentiment que c'est pareil avec la gendarmerie ? Ah, pareil, exactement pareil. Pourtant, là, c'est une autorité qui est différente, qui n'a pas la hiérarchie comme les autres, puisque c'est un corps militaire. Mais oui, mais ils sont soumis aux mêmes contraintes, quoi. Pareil. Bon, la légitime défense, l'usage des armes, c'est clairement maintenant encadré, attention. Hein. J'en reviens toujours au magistrat. Hein. Il faut remplir exactement les conditions. Et dans tous les cas d'espèce, quand il y a usage des armes, il y a toujours une mise en examen du policier ou du gendarme qui a ouvert le feu. Inspection générale. Il y a même une double enquête de l'IGPN et oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de présomption de innocence. Ils sont mis en oui, garde tout à fait. Ils sont suspendus dans leurs fonctions, pas dans leurs indemnités, mais ils sont suspendus de fonctions. Ce qui veut dire qu'on leur pose la question immédiatement, c'est vous avez fait une erreur. Donc maintenant, on va essayer de trouver laquelle. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas ça. Et donc le délinquant, il peut tout inventer. Et c'est quelque chose qui est énorme. Mais là-dedans, avant de basculer de l'autre côté, mais à quoi sert une police municipale aujourd'hui dans cette situation ? Alors, moi, je peux en parler en connaissance de cause. Police municipale Marseille, puisque j'ai été élu adjoint à la sécurité dans le premier secteur de Marseille, c'est-à-dire 1er, 7e arrondissement. J'ai vu évoluer un petit peu cette institution, j'allais dire marseillaise, importante, puisque il y avait 450 policiers municipaux à Marseille. Il paraît qu'il y en a plus maintenant. Il y en a plus. La nouvelle majorité en a recruté plus de 300. Mais pas encore. On n'en est pas encore là. Hein. Non, ils ont à peine. Effectivement, ils ont à peine, mais il n'y en a pas 300. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on nous dit 400, on va dire plus 300, ça fait 700. Ils oublient aussi de nous dire qu'il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite ou qui ont demandé à muter sur d'autres communes du département, parce qu'à Marseille, c'est un peu trop dur. Il paraît que c'est un peu la situation est un peu compliquée. Donc ça veut dire qu'à Marseille, où il faudrait une police municipale, selon moi, d'environ 1000 fonctionnaires, on en est toujours à 500-600. Normalement, il faudrait 900, c'est-à-dire un policier pour 1000. Je vous accorde 970 000 habitants, donc un pour 1000.
ce serait... Je vous le concède volontiers, mais on là, est loin du compte. On est un peu très loin. On est loin du compte, entre les démissions, les mutations et les départs à la Absolument. retraite. Donc, on a des effets d'annonce, mais on ne voit toujours pas les effectifs de la police municipale. Non, alors on les voyait. Oui, mais je peux quand même ajouter que 80% de ces policiers municipaux, il faudrait que 80% de ces policiers soient affectés à des tâches de voie publique, ce qui n'est pas le cas. Moi, je me suis informé de tout ça. Alors, il y en a un grand nombre qui sont quoi détachés dans des services administratifs divers. Et quand on fait le compte de ceux qui sont véritablement sur la voie publique, sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si vous voulez me dire qu'il faut aller changer la municipalité en place, je suis assez d'accord avec vous. Ah, je m'inscris dans cette définition. Je m'inscris dans cette définition. Mais, bon, la police municipale, c'est une police d'accompagnement, mais qu'on doit voir dans les quartiers, dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers de pas uniquement autour de l'hôtel de ville. Un peu de ce qui partout. s'est produit. Sur les arrondissements périphériques, du 16e au  8e ou du 8e au 16e, on ne les voit pas beaucoup. Voilà, on les voit plus beaucoup. Alors qu'à une époque, c'est-à-dire lorsque j'étais donc en fonction, dans mes activités d'adjoint, un certain ministre, Collomb, avait mis en place la PSQ, police de sécurité au quotidien. Ouais. Donc, ça, c'était une fonction police municipale, où pratiquement toutes les semaines, ou même parfois 2 à 3 fois par semaine, des patrouilles étaient organisées avec la police nationale, la police municipale et les services, certains services de la municipalité, pour se rendre sur le terrain, pour rencontrer les commerçants, les particuliers, les CIQ, etc., pour discuter, pour connaître un petit peu l'environnement des quartiers, tous les problèmes qui pouvaient se passer. Et ça se produisait 3 fois par semaine. Je peux en témoigner. Très bien. Aujourd'hui, les patrouilles de police municipale, Je passe en voiture, si vous les voyez, vous me le dites, parce que moi, je les vois passer. On les voit passer. Oui, mais voilà. vous ne les voyez jamais à pied par Si, trois. quand il y a un match de foot autour du stade. Quand il y a un match de foot. Moi, je les vois. Et où géographiquement? Dans l'hypercentre. Oui. L'hypercentre. Dans les noyaux villageois, Ah, non, pratiquement bien. pas. Oui, oui. Moi, je vais C'est ce que citer le cas. j'évoquais tout à l'heure en disant du 8e au 16e et du 16e au 8e, c'est-à-dire 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Voilà, 18 voilà. et 7. Tous Voilà. ceux qui sont un peu à la périphérie. Tout à fait. Moi, je vais vous citer le cas d'un maire que je ne citerai pas de secteur, qui récemment a demandé à l'adjoint à la sécurité là, en poste qu'il y ait au moins 2 équipages par jour qui aillent dans ces 2 arrondissements dont il a la charge, qui s'arrêtent, qui prennent contact, comme de faire des patrouilles, même de faire une halte. Il a même mis un immeuble à disposition. On lui a répondu, et pour qu'ils aient des contacts avec les élus, enfin voilà tout ça, Absolument. on lui a répondu que c'était illégal. C'est pas vrai. Ouais. Ce n'est pas vrai. Alors, Exactement, comme le temps passe vite en votre compagnie, on a donc là, chez les policiers, on sent que c'est pas si facile que ça dans leur fonctionnement. On se demande s'il n'y a pas un manque d'effectifs aussi sur le plan national, parce que quand je vois des effets d'annonce de mettre 15 000 policiers de plus, etc., bah, j'ai comptabilisé, vous divisez par le nombre de départements français, 100, ça en fait 15 par département, c'est-à-dire ça fait pas grand-chose, quoi. C'est pas beaucoup. Mais il y a ce que vous avez évoqué, c'est les magistrats. Parce que les policiers arrêtent, attrapent, et ils vont en jugement, au moins en correctionnel. Mais non, il y a certains qui sont plus laxistes que d'autres, des juges. J'ai même vu dans la presse qu'il y avait les magistrats du syndicat de la magistrature qui se retournaient contre un juge parce que celui-ci était trop sévère dans ses condamnations. C'est pas mal l'autocensure. Il y a ça, il y a l'autocensure, puis il y a aussi le fait que nous avons un code de procédure pénale. On a un code de procédure pénale, un code pénal. Et malheureusement, le code de procédure pénale détruit un petit peu ce que le code pénal a fait, c'est les procédures pénales, parce qu'il y a des formalités très importantes dans les procédures. Et les policiers sont obligés de les respecter, d'autant plus depuis une quinzaine d'années. Bien sûr, les avocats sont là pour défendre leurs clients, et chaque fois qu'ils peuvent soulever des c'est du pain béni pour eux. Et je ne parle pas ensuite, quand la condamnation est prononcée, par les réductions de peine, les remises de peine, etc. Bon, oui, les peines alternatives. Puis Mme Taubira, quand elle était ministre de la Justice, elle a dit « Oh, les prisons sont surpeuplées. Oui. » Et donc tout le monde attendait qu'elle dise « On va créer de nouvelles prisons. » Elle a dit non. On va les vider. On va voir si on peut en construire 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on les vide. Comme ça fait des places nettes. Mais ça fait un mal fou, ça. Ils les ont vidés. Je sais. Pendant le Covid, Mme Belloubet a vidé. Elle en a libéré. On les a vidés. Je ne sais pas combien. Certains juges ne donnent pas, alors que les policiers disent, ça fait 4 fois, 6 fois, 8 fois.
qu'on attrape, toujours pour la même délinquance, multirécidiviste. Ah, mais on va rester dans le sursis, parce que si vous avez un sursis de moins d'1 an, vous n'allez pas à la case Baumette. Même une peine ferme. Et même une peine ferme d'1 an, voire de 2 ans. Donc, vous pensez que le problème majeur de la sécurité dans ce pays, c'est la justice ? Ça en fait partie. C'est une chaîne. C'est une chaîne. La répression, c'est une chaîne judiciaire qui commence à l'interpellation et qui va jusqu'à la prison. Voilà. Donc, il faut être cohérent chaque fois, à chaque échelon. Et on constate chaque jour qu'il y a un petit peu des dérapages judiciaires importants. Voilà. Qui profitent à qui ? Aux délinquants. Il y a des multirécidivistes, il y a des mineurs. Oh là là, oui. Il y a des mineurs réitérants qui ont 30 affaires à leur actif, qui se retrouvent en liberté. Bon, après, je ne parle pas des étrangers en situation régulière, etc. On reviendra à tout ça, parce que je ne peux pas évoquer la question, le temps nous manque, mais je vous réinviterai à venir dans mon émission, parce que les obligations de quitter le territoire, c'est une vaste fumisterie. Donc on ne peut pas. Là, on arrive à la conclusion. Alors en conclusion, Guy Nicolai, qu'est-ce que vous diriez sur la police et la sécurité ? 30 secondes. On a bien compris qu'il y avait un malaise dans la police. Oui. Bon, ce qui n'arrange pas les choses, c'est la fameuse réforme très controversée de la police judiciaire. Ça prouve qu'il y a un problème dans la police nationale aujourd'hui. Et en plus, le fait du prince Darmanin, qui est de limoger le directeur... zonal. Comment ? Éric Arella. Oh oui, Éric Arella, le limoger, parce que celui-ci s'opposait à ça, c'est quand même... Enfin, je veux dire que c'est l'ancien régime qu'ils sont en train de nous impulser là. Donc elle est très controversée. Pourquoi ? Parce que, là j'ai une petite précision pour ceux qui ne le savent pas, controversée parce que notre ministre veut regrouper tous les services de police, y compris la PJ, la sécurité publique, sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police municipale. Ça ne marchera pas. Là, on ne va pas dérouler tout ça que ça va être compliqué. Il vous reste 15 secondes. D'où vient cette polémique qui a transformé donc encore les choses. Vous partagez ce sentiment? Je confirme entièrement. Pourtant, cette police, comment dirais-je, elle fait très bien son travail. Il y a beaucoup de policiers, énormément de policiers qui croient en leur travail chaque jour, qui se lèvent chaque jour malgré toutes les difficultés. Certains par vocation. Beaucoup par vocation. Oui, beaucoup. Bon, certains parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, etc. Mais beaucoup par vocation. Et donc, il ne faut absolument pas casser cette organisation que nous avons. Malheureusement, on en prend le chemin. Merci monsieur Nicolai, merci monsieur Dubon de cette participation. J'ai bien pris conscience que nous avons fait qu'effleurer le sujet de l'insécurité. Eh bien, je remettrai de nouveau une prochaine émission sur ce sujet de la sécurité, d'une manière peut-être un peu différente que celle que nous l'avons fait. Mais c'était passionnant ce que vous nous avez dit. Merci de nous avoir suivis. Au prochaine émission où vous serez toujours fidèles, je l'espère, amicalement vôtre.